Je donne la parole donc à Jacqueline, qui a beaucoup travaillé sur les procès du Nord de l'après-guerre et également qui s'est beaucoup intéressée dans un ouvrage paru récemment sur la personnalité de notre général von Falkhausen. Une autre, si tu veux, oui. Oui, ben, tu as travaillé dans les archives. C'est bon? Est-ce que tout le monde, oui, voit le diaporama? C'est parfait. On voit le début. Le début. Tout au moins le titre, voilà. Le titre, oui. Ça, bah oui, mais attendez, bah il faut voir la suite. Hein. Oui, alors voilà, donc je vous souhaite aussi les meilleurs vœux parce que j'ai vu, pour cette année 2022, j'ai vu passer pas mal de messages. Donc, meilleurs vœux à toutes et à tous. Alors, cette présentation, c'est en particulier, bien sûr, pour les habitants, enfin ceux qui sont ici présents du Nord-Pas-de-Calais, mais je pense aussi pour à peu près, j'ai vu qu'il y avait à peu près un tiers, à peu près, de personnes qui n'étaient pas du Nord-Pas-de-Calais et donc qui vont peut-être découvrir beaucoup de choses, justement des caractéristiques, ce que j'ai appelé aussi des spécificités de ce Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles, juin 40 à septembre 1944. Alors d'abord, je vous présente donc ici le plan. Donc le plan, les trois thèmes, en sachant que chacun de ces thèmes dure à peu près, les deux premiers thèmes, je vais parler à peu près 10 minutes pour chacun. Le dernier sera juste peut-être un peu plus long, un quart d'heure, 20 minutes au maximum. Hein. Voilà. En sachant qu'à la fin de chacun de ces thèmes traités, je ferai une pause et là, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas parce qu'il y a la discussion, mais aussi je crois que vous pouvez lever la main et donc on me fera part peut-être des questions auxquelles je pourrais donc répondre. Alors d'abord, vous voyez, le premier thème, c'est les circonstances de la mise en place de cette zone rattachée. Hein, et puis rattachée à quoi donc? C'est ça aussi qui est, pareil, ici important. Alors, tout le point de départ, alors voilà, je vous présente cette carte. La carte ici, donc, de l'offensive, de ce qu'on appelle l'offensive à l'ouest des troupes allemandes. Vous le savez, bien sûr, c'est le 10 mai 1940, donc fin de ce qu'on appelait la drôle de guerre. Les troupes allemandes donc attaquent ici par les Pays-Bas, par la Belgique et donc une invasion qui commence et aussitôt, je ne vais pas donc vous développer tout ça, mais enfin c'est quand même, il faut le savoir comment ça s'est passé très rapidement. Vous avez donc les troupes françaises et le corps expéditionnaire britannique qui étaient massés ici sur la frontière, puisqu'il n'y avait pas de ligne Maginot, la Belgique étant neutre. Ces troupes françaises et le corps expéditionnaire donc britannique rentrent en Belgique pour aller au secours de l'armée belge. Et donc, c'est pour justement empêcher, donc vous voyez, vous avez l'offensive allemande, vous avez ces troupes qui foncent, qui sont quand même retenues par les Belges, les Anglais et les Français, mais 3 jours plus tard, donc le 13 mai, donc ici, vous avez, 1940, vous avez ce qu'on appelait bien sûr ici la percée à Sedan. Hein. Vous avez ici donc cette percée de Sedan avec ici représenté en plus foncé, vous le constatez, ce sont ici des troupes motorisées, ce sont des sidecars, ce sont des... il y a aussi des chars, mais enfin c'est plus des véhicules légers qui, avec donc ici Guderian, qui foncent pour faire ce qu'on appelait un immense, on appelait ça une sorte de coup de faucille gigantesque. Ces troupes, vous le constatez, le 13, et ils arrivent les premiers, une semaine plus tard, sont déjà à Ville, le 23 mai à Boulogne, à Calais le 25, etc. Donc ils arrivent très tôt sur la côte, avec donc des troupes belges, britanniques et françaises qui donc vont être prises au piège ici. Et alors, je vais vous dire tout de suite, contrairement aux idées reçues,
ce n'est pas, souvent c'est l'idée, c'est vrai que ça sera vrai après le 5 juin, mais à ce moment-là, on ne peut pas parler de débandade de troupes. Il n'y a pas de débâcle. Hein, parce qu'en réalité, s'il y a des troupes qui se replient, s'il y a des soldats qui fuient, hein, il y a aussi eh bien, des troupes qui vont résister. Vous allez avoir des résistances de la part de soldats, de groupes de soldats aguerris, qui soient belges, alors belges uniquement jusqu'au 28 mai, puisque le roi Léopold III, le 28 mai, décide la capitulation des troupes belges. Hein, mais ils ont au moins résisté jusqu'au 27. Et donc ensuite, alors c'est sûr que c'est un handicap pour les troupes françaises et britanniques, mais il va y avoir donc repli et progressivement donc vers ce qu'on va appeler, vous connaissez bien sûr, la poche de Dunkerque, avec le réembarquement de troupes britanniques et françaises jusqu'au 4 juin, comme c'est indiqué ici sur la carte. Alors, c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que en réalité, les premières troupes sont passées ici très rapidement, mais ce sont des troupes légères, mais les divisions qui vont suivre, les divisions qui soient de la Wehrmacht ou de Waffen-SS, puisque dedans vous avez en particulier la Totenkopf, hein, vont se trouver confrontées eh bien, à ces groupes aguerris et la résistance qui va être très importante en certains lieux. Donc, je vais vous montrer ici ce qui va se passer. C'est une carte ici des massacres dans le Nord-Pas-de-Calais, mai 40, il y a mai 40, il y a le massacre d'Ascq, bien sûr, d'avril 44, il y a encore des massacres août septembre 44, mais nous, ici, ce qui nous concerne, bien sûr, c'est mai 40. Eh bien, les troupes qui suivent, donc qui sont plus lentes, où il y a des chars, où il y a même des véhicules hippomobiles, sont confrontées à de fortes résistances, en particulier autour, vous voyez, vous avez Courrières, Wany, Carvin, il y a des troupes britanniques, des troupes françaises en particulier, des troupes coloniales qui résistent. De même ici, vous avez, vous voyez tout ce qui est ici, donc Aubigny-en-Artois, Bermonchel, Pont-du-Gis, Magoval, Beuvry, Hinges. En réalité, vous avez eu aussi une offensive ici sur Arras, l'offensive à Arras. Cela se passe entre, on va dire, le 20 et le 31 mai 40. Sur une dizaine de jours, vous avez aussi la résistance ici sur Lille qui va durer jusqu'au 31 mai, ce qu'on va appeler le chaudron lillois. Et là, vous avez aussi des massacres. Emmerin, Aubourdin, là, c'est la banlieue de Lille. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces troupes allemandes sont surprises par cette résistance, ils ont de lourdes pertes et donc ils vont accomplir ce qu'on appelle des représailles collectives sur des civils sans défense. C'est soit des réfugiés, belges, français, hein, qui ont fui, ou alors simplement des populations locales. Et donc, vous allez avoir à peu près, on a sur une dizaine de jours, à peu près 600 civils massacrés. C'est un phénomène de massacre qui a totalement été occulté et donc on parle de mémoire occultée de ces massacres dans le Nord-Pas-de-Calais en mai 40, puisqu'on n'en parle absolument pas à la Libération et après non plus. Voilà. Donc voilà la situation. Cependant, bon, le Nord-Pas-de-Calais est occupé. Hein, le Nord-Pas-de-Calais est occupé, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dès le 26 mai, eh bien, le général Alexander von Falkenhausen va être nommé. Donc, vous voyez, 26 mai, c'est même pas la fin des combats. Hein. C'est très largement, vous voyez, avant, bien sûr, l'armistice du 22 juin. Ce général va être nommé à la tête, donc ici, à la tête du commandement militaire pour la Belgique et le nord de la France. Et donc, on peut dire que le Nord-Pas-de-Calais va être détaché de la future administration militaire allemande qui va être à Paris. Hein, et donc, pour être rattaché donc, à l'administration militaire de Bruxelles. Et ceci n'est absolument pas mentionné dans les clauses de l'armistice. Voilà. Alors, je vous remontre ici, voilà, cette carte qui est très parlante. Voilà comment ça va se passer. Voilà pourquoi on parle de zone rattachée. Hein, et
on est ici. Alors pourquoi Hitler, et c'est Hitler personnellement qui décide ce rattachement du Nord, dont vous avez ici bien sûr, vous voyez le Nord-Pas-de-Calais, rattaché au commandement de Bruxelles, donc de Falkenhausen, du général von Falkenhausen. C'est au cœur, on va dire ici, de la vision de l'Europe nouvelle voulue par Hitler, puisque pensait bien sûr gagner cette guerre. Et il reprend une conception ancienne développée en Allemagne dès l'époque napoléonienne, par exemple par Fichte. Le nord de la France, pour lui, comme la Belgique et les Pays-Bas, que vous avez ici, eh bien, ce sont, et le nord donc de la France, c'est une marche germanique, indûment annexée par la France ennemie héréditaire, entre guillemets. Et donc, le futur traité de paix avec la France, après avoir gagné la guerre, eh bien, doit entériner le dépeçage déjà commencé, d'ailleurs, puisque vous le savez, Odile l'a rappelé, bien sûr, puis vous le savez, avec l'annexion de l'Alsace-Moselle au Grand Reich. Alors, ce rattachement du Nord-Pas-de-Calais, donc au gouvernement militaire de Bruxelles, n'est qu'une première étape, puisque c'est la guerre, donc on a une première étape, en attendant bien, la victoire finale. Et donc, vous avez ici, c'est très intéressant à voir, vous avez ici donc sur la Somme une ligne, ici vous avez le département de la Somme, donc vous avez une ligne qui s'appelle en français la ligne nord-est, donc la Nord-Ost-Linie, qui est un dispositif de ligne de démarcation qui va se poursuivre. Ici, vous voyez, vous avez le département de l'Aisne, les Ardennes, etc. Et donc, cette ligne qui est une ligne de démarcation qui ne disparaîtra complètement que le 1er mars 1943. Et entre les deux, parce que vous constatez qu'entre les deux, vous avez donc vous avez une zone, Odile, on t'entend, oui, voilà. On a donc une zone ici en rose, enfin orange, et ça s'appelle la zone interdite au retour des réfugiés, que l'on appelle aussi la zone réservée. Et donc, vous avez aussi, alors, on vous indique ici une zone militaire littorale de 20-30 km de large, qui va vers toute, donc, qui se poursuit ici d'ailleurs, dans le Nord-Pas-de-Calais, dite aussi zone rouge, et qui va se poursuivre le long de la Manche et de l'océan Atlantique aussi, bien sûr. Donc voilà, vous avez donc cette nord-ost-linie complète le dispositif d'isolement par rapport au reste de la France, en empêchant le retour donc des réfugiés des deux départements chez eux. Et je vous l'ai dit, donc l'interdiction est levée le 1er mars 1943. Donc voilà, je vous présente ici, vous voyez, donc au niveau, donc ici, au niveau français, voilà, donc le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, ça, c'est une carte, vous voyez, très récente. Et je terminerai ce premier thème. Je suis en train de terminer, vous voyez ici, le premier thème, en sachant que, bon, j'étais professeur d'histoire en lycée, et je me souviens bien qu'il y a encore peut-être une vingtaine d'années, peut-être moins, eh bien, on présentait très souvent, voilà, il y avait la zone occupée. Donc, la zone occupée, c'était tout ça avec le Nord-Pas-de-Calais, comme si c'était rattaché, vous voyez, au commandement militaire de Paris, la zone non occupée jusqu'au 11 novembre 1942. On ne voyait pas du tout la spécificité, donc ici, du Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au commandement donc militaire ici de Bruxelles. Voilà donc les circonstances, vous voyez, de la mise en place de cette zone rattachée. Donc voilà, premier thème, vous voyez donc ici abordé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette premier thème de mise en place de cette zone rattachée? Alors, pour poser des questions, vous pouvez lever une petite main jaune qui se trouve en bas à droite de l'écran dans Réaction. Et dans la discussion, il n'y en a pas peut-être, non? En discussion, c'est par écrit. Fabrice Femot a levé la main. Oui.
Oui, tout à l'heure, Madame Duhem, vous avez parlé de la zone rattachée, donc une volonté d'Adolf Hitler de rattacher cela depuis les victoires napoléoniennes, essentiellement la victoire de Iéna. Est-ce qu'on peut faire le lien également avec le Saint-Empire romain germanique qui remonte quand même à 1648? Oui. Oui, alors les frontières en réalité du Saint-Empire romain germanique, pour nous, pour la région Nord-Pas-de-Calais, donc tout ce qui était Flandre, Artois, ne faisait pas partie justement du Saint-Empire. Hein, vous avez les contrées de Flandre et d'Artois. Par contre, le Hainaut, il est vrai que le Hainaut, avec par exemple Valenciennes, et puis après vous avez donc tout ce qui est Avesnois, Cambrésis, hein, je reviendrai là-dessus après, faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Hein. Mais la Flandre et l'Artois n'ont jamais fait partie du Saint-Empire romain germanique. Hein. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, rattacher ce désir de marche germanique, vous voyez, totalement aux limites du Saint-Empire romain germanique. Il y a Axel de Savigny qui avait levé la main. Merci beaucoup. C'était la même question que le précédemment. Merci beaucoup pour les précisions. Merci. C'est intéressant comme théorie parce qu'on ne l'a jamais entendu, ça. Oui, voilà. Eh oui. Ah, mais de toute façon, il est évident, moi j'ai relu plusieurs fois dans différents ouvrages, il est intéressé énormément à cette zone Pays-Bas, Belgique, Nord-Pas-de-Calais. Hein. Et donc, c'était pour lui quelque chose de très important. Il suivait donc, je vais en parler encore après un petit peu, hein, donc je ne vais pas trop révéler maintenant, mais c'était pour lui quelque chose d'important. Cette marche, considérait que c'était donc marche germanique et donc peuplée de populations, j'en reparlerai après, assimilables. Hein, justement. Monique Cadot a levé la main, s'il vous plaît. Oui, exact. J'ai trouvé dans un livre de classe, on va dire niveau, ce serait pour nous 6e, 5e, une carte où il est dit que le Nord-Pas-de-Calais, en fait, l'Artois et la Flandre ont été conquis par Louis XIV, conquêtes qui étaient des vols de territoires qui appartenaient à l'espace germanique. Et les Allemands se sont également appuyés sur les Volksdeutsche comme étant des alliés potentiels. Mais donc, c'est vrai, là je rejoins tout à fait Jacqueline par rapport à cet axe germanique septentrional que convoitaient les Allemands et ils cherchaient aussi dans l'histoire et remontaient également à Louis XIV pour dire que c'était des territoires qui avaient été volés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et quand je parle justement, oui, de l'époque napoléonienne, avec bien sûr ensuite, au cours du 19e siècle, tout ce qui est tout le courant, en effet, pan-germaniste, hein, qui totalement… Inspirons à lever la main. Je ne sais pas qui est. Autre question, oui. Inspirons. Oui, moi je vous parle depuis Nancy, la zone interdite, et je vous signale que la limite de rattachement de l'Alsace-Moselle reprend les frontières de l'époque du Saint-Empire romain germanique, voire peut-être même avant. Et ce sont celles-là qui ont été reprises par les occupants. Voilà, c'est fini. Est-ce que, je peux poser une question qui n'était peut-être pas prévue, est-ce que le fait que Hitler ait fait la guerre dans la région, près de Lille, notamment dans les Wep, ne l'a pas mis en contact avec une partie de la population qui parlait le flamand et conforté dans cette idée que c'était des régions qui faisaient partie d'un espace germanique? Oui, c'est vrai, tu as raison, lors de la Première Guerre mondiale, il était… Voilà. Comme il était autrichien, bien sûr d'origine, mais vous le savez, il a donc été, pendant la guerre de 14-18, dans les troupes bavaroises. Et c'était justement les troupes bavaroises qui se trouvaient sur la ligne de front lors de la Première Guerre mondiale, hein, qui passaient, donc qui coupaient le nord. Je reparlerai un petit peu rapidement après, mais enfin, c'est ça qui est intéressant. Les 2/3, déjà pour vous dire, hein, les 2/3 du nord, donc du département du Nord, étaient occupés, ces 2/3 ont été occupés pendant la Première Guerre mondiale, et à peu près un quart du Pas-de-Calais. Hein. Et donc, il était en effet
donc du côté de Lille, hein, dans les web, et peut-être en effet qu'il avait, ça l'a conforté en effet, hein, dans cette idée que c'était donc un espace, une marge ou marche germanique, naturellement. C'est tout à fait possible, hein, en effet. Encore Fabrice Frémaux, mais... Oui. Bon, je pense qu'on peut passer au deuxième point parce que l'heure avance. Parce que l'heure avance, hein, c'est... Oui. Voilà, donc voilà donc le deuxième thème, donc la mise en place donc, de l'administration militaire allemande. Alors, ça aussi, la spécificité du Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est dont la population renforce le sentiment d'isolement et d'abandon dans la région. Alors, vous avez déjà compris pourquoi l'isolement, puisqu'il y a déjà cette ligne nord-est qui coupe, et donc c'est une ligne de démarcation. Hein. Et donc ici, on va voir que l'administration allemande, cette mise en place va renforcer aussi. Voilà. Alors, je reviens, oui, avec notre, comme disait Odile, notre général von Falkenhausen, si on peut dire. Hein. Donc, le général nommé, hein, je vous ai dit le 26 mai, il arrive donc à Bruxelles, hein, puisque le siège de cette administration militaire va être dans la capitale belge, à Bruxelles, et en particulier, ses bureaux vont se trouver ici sur la place royale à Bruxelles. Vous avez ici donc la statue de Godefroy de Bouillon, hein, et il va s'installer ici, dans ce bâtiment. Donc, j'ai mis à gauche ici, qui était à l'époque, en Belgique, le ministère des colonies. Et là, vous avez une autre photo où on le voit dans son bureau, installé dans son bureau. La mission, quelle va être la mission de Falkenhausen? J'entends une voix, oui. La mission, ça va être d'abord de maintenir l'ordre, bien sûr, ça paraît évident, et la sécurité des troupes d'occupation, mais aussi d'exploiter économiquement, au profit de l'économie de guerre allemande, bien sûr, ces territoires fortement industrialisés. Je ne vais pas rappeler le Nord-Pas-de-Calais, ce que ça peut représenter sur le plan des industries métallurgiques, du charbon, d'exploitation du charbon, de l'industrie textile à l'époque. Je ne peux pas développer ici, vous en doutez. Et il faut dire aussi qu'en plus, l'apport économique donc constitué par le Nord-Pas-de-Calais va aussi permettre de satisfaire les besoins agricoles de la Belgique et d'y maintenir l'ordre social. Donc, double élément sur le plan économique, l'effort de guerre, donc ici allemand, mais aussi un apport sur le plan agricole pour la Belgique. Et donc, on peut dire qu'on va assister dans le Nord-Pas-de-Calais dès le début à un véritable pillage des ressources. Donc voilà, alors l'administration, comment elle fonctionne? Alors je vous montre ici, vous voyez, donc c'est un document allemand. C'est un petit peu coupé, je pense ici, mais enfin, ce n'est pas important. Donc c'est un État le 14 juin 40. Donc je vous rappelle encore, mais parce que ça paraît tellement incroyable, tout ça est fait avant la signature de l'armistice, on rappelle, 22 juin, c'est une semaine avant la signature de l'armistice. C'est déjà, tout est mis en place le 14 juin 1940. Vous avez donc la subdivision de la Belgique et du Nord-Pas-de-Calais en 5 Oberfeldkommandantur. Alors, c'est un petit peu coupé, je pense, ici pour vous, mais enfin, je vais vous les montrer, en effet. Donc, bien sûr, les 5 Oberfeldkommandantur, une pour le Nord-Pas-de-Calais, avec son siège ici à Lille, naturellement. Vous avez à Gand, donc ici. Vous avez bien sûr à Bruxelles, de toute façon, où se trouve déjà Falkenhausen, naturellement. Vous avez Lüttich, pour les Allemands, Lüttich, c'est Liège. Et vous avez Namur. Voilà les 5 Oberfeldkommandantur. Et pour les deux départements, je vous montrerai son portrait après, eh bien, enfin, pour chacune des 5 Oberfeldkommandantur, il y a un général qui est nommé donc par Falkenhausen. Et donc, pour le Nord-Pas-de-Calais, je le montrerai après, c'est le général Heinrich Niehoff au début, qui dirige l'OFK 670, donc installé à Lille. Je vous montrerai la photo après, dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Bourse, située près de l'Opéra. C'est cette Oberfeldkommandantur de Lille, c'est la plus peuplée, 3 millions d'habitants. Et c'est là où il y a les effectifs allemands déjà d'administration
allemandes militaires les plus importants. C'est le tiers du total pour l'ensemble, Belgique et Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous voyez l'importance ici, déjà, de présence allemande, hein, rien que pour l'administration. Hein. Et donc, Falkenhausen, je vous passe donc maintenant, voilà, les 3 généraux qui vont se succéder à la tête de l'Oberfeldkommandantur du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Le premier, je viens déjà de vous en parler, c'est le général Heinrich Niehoff, juillet 40 jusqu'à novembre 42. Ensuite, le général Wilhelm Daser, janvier à mai 43, il ne reste pas longtemps parce qu'il n'est pas assez répressif. Hein. Donc, il va être donc mis ailleurs. Et le dernier, de mai 43 à septembre 44, 1er septembre 44, départ hein, des Allemands, c'est le général Georges Bertram. Voilà. Donc, voilà ces 3 généraux successifs. Sur le plan, mais il faut rappeler, c'est peut-être attaché à l'administration donc de Bruxelles et donc administration militaire de la Belgique, mais ça reste bien sûr français. J'ai déjà entendu des gens dire donc c'est plus français. Mais si, ça reste bien sûr la France. Ce n'est pas du tout le cas, on rappelle, de l'Alsace-Moselle. Hein. C'est ça qui est tout à fait particulier hein, pour nous. Hein. Il reste bien sûr l'administration française de Vichy. Hein. Et donc, en particulier, eh bien, vous avez ici donc le préfet qui était déjà là donc en septembre 39 pendant la drôle de guerre, qui va rester en poste pendant toute la période. C'est donc ici le préfet qui s'appelle Fernand Carl, hein, qui, alors aussi cas très particulier, donc il y a un préfet dans le Nord, un préfet dans le Pas-de-Calais, mais lui, Fernand Carl va aussi servir de préfet de région, qui est tout à fait aussi une originalité. Hein. Et les services de la police de Vichy vont être placés sous très haute surveillance et ils vont avoir donc très peu, donc Fernand Carl a très peu d'autonomie de gestion, contrairement au reste de la France occupée. Hein. C'est lié en particulier au premier, là, Heinrich Niehoff, qui va donc non seulement isoler le Nord-Pas-de-Calais du reste de la France, il va isoler vraiment, il y a la Nord-Ost-Linie, mais il va aussi complètement isoler, même sur le plan administration française. C'est-à-dire qu'il va interdire, jusque décembre 41, le préfet Carl d'aller à Paris lors des réunions des préfets. Hein. Il lui interdit de sortir. Et il empêche aussi l'arrivée de nouveaux fonctionnaires, donc nommés par donc Vichy, hein, enfin nommés par Pétain et Laval, hein, d'arriver dans le Nord. Hein. Il règle ses comptes, hein, il faut dire aussi. Hein. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais il est extrêmement… Donc, double isolement, empêcher le retour des réfugiés du Nord-Pas-de-Calais. En plus, vous avez un isolement jusque décembre 41 sur le plan administratif, ici de cette administration, ici du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Donc, je poursuis un petit peu. Le Nord-Pas-de-Calais, vu ça… attendez, je vais peut-être revenir en arrière parce que j'étais peut-être un peu vite. Je voulais revenir, voilà, ah ben, j'aurai cette carte, donc c'est parfait, ça ira très bien, je vais la laisser cette carte. J'aurais voulu revenir sur les autres, je ne sais plus comment je vais faire. Attendez, je vais faire la fin du diaporama pour vous remontrer celle-ci d'abord. Voilà, je vais revenir avec, voilà, diaporama, vous montrer d'abord tout de suite, voilà, celle-ci. Voilà, donc, le Nord-Pas-de-Calais, encore une fois, une spécificité pour terminer cette deuxième partie. Hein. Je crois que vous voyez que cette carte, vous allez dire, il y a beaucoup de noir. Ah oui, il y a beaucoup de noir, hein, parce que le Nord-Pas-de-Calais, en plus, vu sa situation géopolitique particulière. Pourquoi? Ben, c'est une zone de front, puisque nous sommes ici en face du Royaume-Uni. Et donc, le Royaume-Uni qui continue le combat. Hein. Alors, vous avez ici une situation absolument exceptionnelle. Vous allez avoir pendant toute l'occupation, hein, la plus forte concentration d'installations et de militaires allemands de toute la France pendant les 4 ans d'occupation, hein, plus de 4 ans d'occupation.
hein. Et on peut dire qu'il y a ici une présence physique quotidienne, étouffante et obsédante. Ce n'est pas de moi. J'ai trouvé ça, bien sûr, dans le livre remarquable que, bien sûr, certains d'entre vous connaissent bien, le livre de Monsieur De Jong et Monsieur Le Maner sur le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande. Hein. Présence étouffante et obsédante. Présence étouffante et obsédante, en particulier dans la zone, ici, la zone rouge, hein, 20-30 km, face, bien sûr, au Royaume-Uni. Hein. Pour se déplacer, il faut des Ausweis spéciaux, rouges, hein, zone rouge, d'où zone rouge. Hein. Vous avez, mais aussi présente, étouffante et obsédante dans toutes les grandes agglomérations. Hein. Et donc en particulier Lille, donc je vais remontrer après, mais je crois que vous voyez ici, même en particulier dans la partie ici de l'ouest des deux départements, regardez tous ces petits, vous avez ces petits avions. Qu'est-ce que c'est tous ces petits avions? C'est les aérodromes de chasse, hein, bien sûr, d'où partent ces avions de chasse vers le Royaume-Uni. Hein, pour aller donc bombe incendiaire, contre les villes. Vous avez aussi tous ces, voyez, des escadrilles de bombardement ici installées, Vitry-en-Artois, Vandeville-les-Quins, etc. Mais vous avez aussi tous ces petits drapeaux. Hein, ce sont des PC de corps d'armée ou de division. Hein. Alors, chaque fois, c'est accompagné de militaires allemands, vous en doutez. Hein. Il n'y a pas que les installations, il y a les militaires. Hein. Vous avez aussi, bien sûr, donc, dans les grandes villes, alors en particulier Lille, donc je peux passer ici. Voilà, ici l'exemple de Lille. Je vous avais dit tout à l'heure, l'Oberfeld, commandanture de Lille, s'installe ici en face de l'Opéra de Lille. Voici l'Opéra de Lille. Ici, dans ce on appelait à l'époque la Nouvelle Bourse, la Bourse du commerce et de l'industrie. C'est ici, c'est le siège de l'Oberfeld commandanture. Hein. Vous voyez, des Allemands. Alors ici, ce sont des soldats en permission à Lille. Ah oui, parce qu'en plus, Lille va être une ville un petit peu de repos pour des troupes allemandes. Des troupes allemandes, vous avez à Tourcoing le corps de... Vous avez donc ici la présence d'une armée, la 15e armée, hein, donc encore des militaires présents, et vous avez même des militaires qui viennent d'autres endroits, de Belgique ou d'ailleurs, qui viennent ici en permission. Alors, on vous présente les souris grises ici sur la grande place de Lille, c'est-à-dire les auxiliaires féminines, et ici des kiosques à journaux. Vous avez la presse allemande, la presse belge, vous avez aussi la presse du Nord-Pas-de-Calais, mais vous n'avez quasiment pas jusque la fin 41 la presse nationale française, qui n'arrive pas jusque, voyez, décembre 1941. Et donc, pour terminer, on fait dire donc une présence, on va dire que finalement, pour le Nord-Pas-de-Calais, on peut dire que même le plus petit village dans le Nord-Pas-de-Calais a vu des Allemands. Je pense contrairement à d'autres régions françaises, ou même dans la zone occupée, déjà jusque la zone occupée dépendant de Paris, je suis persuadée que certains villages, c'est connu, n'ont pas vu forcément des Allemands. Tandis que là, même, vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a une différence de présence, plus forte présence dans l'ouest. On voit bien ici que dans l'Avesnois, vous voyez, à Vennes-sur-Helpe, ici le Cambrésis, il y a moins de présence, mais malgré tout, quasiment aucune commune, aucun habitant du Nord-Pas-de-Calais n'a échappé quand même à la présence allemande. Voilà. Donc, voilà ma fin de mon deuxième thème. Hein. Et donc, si vous avez naturellement, voyez, des questions, il restera à peu près après un quart d'heure pour tenter la dernière partie. Je voulais poser une question. Y a-t-il eu des réactions de la part de Vichy face aux ingérences de l'autorité militaire allemande dans le fonctionnement de l'administration française? Oui. Ah, oui, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu dans les clauses de l'armistice. Hein. Alors, en effet, comme on va dire ici, il y a la possibilité d'un recours.
puisque il existe ce qu'on appelle une commission d'armistice qui siège à Wiesbaden. Et donc, il y a des courriers envoyés de la part de Vichy, de l'administration française à Vichy, en disant, écoutez, c'est pas prévu, c'est complètement isolé, vous le laissez, le préfet Karl ne peut pas venir. Et donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Il faut dire que Bagnoff n'a pas fait… simplement, je vous ai dit, ça se relâche. Il y a quand même, oui, en effet, à partir de 1942, ça se relâche à ce niveau-là. C'est qu'il y a quand même de nouveaux fonctionnaires qui vont pouvoir venir et le préfet Karl peut aller à Paris pour assister aux réunions. Mais il y avait aussi une demande, c'est que Vichy demandait que ce statut particulier de zone rattachée à Bruxelles soit aboli, puisque ce n'était pas dans les clauses de l'armistice. Et donc, il y a eu demande, mais jamais cette demande, le Vichy demandait tout simplement que le Nord-Pas-de-Calais soit rattaché à l'administration, bien sûr, militaire de Paris. Et donc, bien sûr, c'est sourde oreille totale, d'autant plus que Hitler ne le voulait absolument pas. Donc, il était hors de question que ça soit rattaché à Paris. Donc, voilà là-dessus. Mais il y a eu toujours ingérence. Tout le temps, il y a eu ingérence des Allemands. Finalement, l'administration française sur le Nord-Pas-de-Calais dépendait de l'administration militaire allemande. Était sous dépendance totale. Alors, Jacqueline, il reste juste un quart d'heure. Voilà, donc je vais passer à ma question comprise, il faudrait qu'on termine à l'heure prévue, c'est exactement. Donc voilà, donc dernier thème ici abordé, la politique de répression. Je vous ai mis des spécificités pour le Nord-Pas-de-Calais. Je vais, contrairement, je vous le dis tout de suite avec le titre, comme ça ira plus vite, contrairement au reste de la France. Et donc, je vais passer à cette politique de répression, bien sûr, mais il faut savoir que les pouvoirs de Falkenhausen en matière de répression n'ont pas été limités par l'intrusion de l'ASS d'Himmler. À l'opposé de ce qui se passe, dans le commandement militaire de Paris et après dans la zone occupée, bien sûr, après au sud de la ligne de démarcation. On peut dire que dans le commandement militaire de Paris, la police militaire, c'est-à-dire les Feldgendarmes, la GFP, passe sous contrôle de la Gestapo et des SS au printemps 1942. Et alors que ça ne sera pas le cas ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Falkenhausen arrive toujours, il y a bien sûr la Gestapo, il y a les SS, bien sûr, mais il arrive toujours à contrôler. Et ça a été démontré brillamment par Laurent Thierry dans son ouvrage. Alors, on parle en effet de répression, parce qu'en effet, donc je vous passe cette photo ici assez extraordinaire. Vous le constatez, nous sommes le 14 juillet 1940, et ça présente ici la tombe provisoire à Lille d'un soldat britannique. Cette photo a dû être prise à peu près du côté, pour ceux qui connaissent la citadelle de Lille, parce que là aussi, il y a eu des combats acharnés. Et donc, cette tombe ici est toujours là. Bon, elle va être sans doute après déplacée. Et vous constatez qu'il y a des fleurs. Elle est fleurie. Il y a des petites cocardes. Et c'est pas le seul cas. C'est dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Tout simplement parce que, on va dire, la région Nord-Pas-de-Calais est une population qui est très anglophile et qui est restée pendant toute la guerre, malgré les bombardements qu'a subi le Nord-Pas-de-Calais, terrible. C'est la zone qui a subi le plus de bombardements de la part des Alliés. C'est une région qui est restée très anglophile, peu pétainiste et peu collaborationniste. Et alors, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est le souvenir en particulier de la première occupation. Je vous l'ai dit, 2/3 du Nord occupés, le quart du Pas-de-Calais, et ces parties-là occupées ont subi une très, très, très dure occupation. Et il y a eu déjà de la résistance, des réseaux de résistance qui l'ont payé d'ailleurs très cher. Mais c'était des réseaux de renseignement, ce n'était pas des réseaux de combattants. Et donc, on s'aperçoit que dans le Nord-Pas-de-Calais, dès début juin, là,
1er juin 40, eh bien, il y a une solidarité qu'on appelle maintenant, une résistance, pardon, qu'on appelle résistance de solidarité, hein, qui se met très vite en place pour sauver des prisonniers de guerre qui s'échappent. On les récupère, des soldats britanniques qui sont complètement perdus, hein, qui veulent échapper et donc veulent pas être prisonniers de guerre. Et donc, il y a tout des réseaux déjà de filières de résistance qui se mettent en place. Hein. Ah, donc, d'où répression, une répression précoce. Alors, cette répression, je repasse encore cette carte rapidement, eh bien, elle est faite bien sûr par les militaires, bien que Falkenhausen soit un opposant à Hitler. Hein, c'est un anti-nazi, je ne peux pas vous développer ça, hein, mais en bon militaire, il applique les ordres, voire même parfois les devance. Hein. Et ça va être très important, cette répression, en particulier par les tribunaux militaires allemands, hein, dans le maintien de l'ordre et dans la répression. Hein. Donc, il va y avoir des condamnations. Les condamnations à mort au début vont être relativement plus nombreuses, mais elles vont se multiplier à partir après le 22 juin 41. Vous le savez en effet, 22 juin 41, c'est donc l'attaque par les nazis de l'URSS, et donc en particulier, ça va être le début, la multiplication de sabotages et d'attentats de la part des résistants, mais surtout en particulier attentats contre des soldats allemands de la part des militants, de la part des résistants communistes. Hein. Et donc, au nom de la lutte contre les terroristes, eh bien, les tribunaux militaires vont fonctionner à plein régime, condamnant à des peines de travaux forcés de prison et condamnant à mort. Hein. Et donc, condamnation à mort, vous avez sur cette carte, c'est pour ça que je vous la repasse, les hauts lieux, si on peut dire ici, d'exécution des résistants, en particulier ici dans la région lilloise à la citadelle de Lille, mais dans tous les forts, fort de Bondu, fort de Seclin, etc., autour de Lille, bien sûr Arras, Valenciennes, vous avez donc des hauts lieux ici d'exécution de résistants, mais on vous met aussi dans les légendes ici d'otages. Parce que, en plus, hein, Falkenhausen, et donc les militaires, les généraux à la tête de l'AFK vont les appliquer. On a un recours aussi à la répression extrajudiciaire à partir de 1941, comme les exécutions d'otages en représailles d'attentats. Hein. Et je vous passe donc ici le document rapidement suivant. Hein. Et justement, Falkenhausen, ici, va donc promulguer ici le 26 août 1941. Vous voyez ici, Bruxelles, 26 août 41, une ordonnance ou un décret, comme vous voulez. Et donc, voilà ces grandes affiches qui étaient appliquées. Ces derniers jours, des attentats ayant causé des blessures, dans quelques cas la mort de victimes, ont été commis à plusieurs reprises par des personnes appartenant à la population civile contre des membres de l'armée allemande. Les instructions sont en cours, donc les coupables seront fusillés. Mais à l'avenir, et c'est ça qui est essentiel, à l'avenir, dans tous les cas où les criminels coupables ne pourront être découverts immédiatement, un nombre d'otages correspondant à la gravité du crime seront fusillés après chaque attentat. Si l'attentat cause la mort de la victime, 5 otages au moins seront passés par les armes. Et donc, toutes les personnes arrêtées pour des motifs politiques sont d'ores et déjà considérées comme otages. Et donc, Niehoff ne fait que rappeler, donc lui en tant qu'Oberfall commandant tour, il ne fait qu'en cas de nouvel attentat, il ne fait qu'appliquer ici. Hein. Donc, c'est de son propre chef, sans être contraint, qu'il donne ainsi un quota minimum. Hein, 5 otages pour un soldat tué. Hein. Et donc, ce décret s'applique d'abord uniquement au Nord-Pas-de-Calais, pas à la Belgique, hein, puisque 4 soldats allemands ont été tués par des résistants communistes les jours précédents. Et donc, il anticipe quand même, ici c'est quand même pour un anti-nazi, hein, comme il se présente, il anticipe les ordres de Hitler qui exigent seulement le 7 septembre hein, de fusiller, lui, 100 otages pour chaque soldat allemand hein, qui a été tué. Hein. Et donc, et en réalité, on s'aperçoit que Falkenhausen considère qu'il prend les otages uniquement parmi ceux qui ont déjà été condamnés à mort, des résistants condamnés à mort. En réalité, c'est faux. Hein, on s'aperçoit que la plupart du temps, ce sont des otages communistes hein, qui ont été exécutés
sans aucun procès, sans avoir eu un procès. Alors, avec le décret du maréchal Kettel du 7 décembre 1941, Odile en parlait tout à l'heure, le fameux décret Nacht und Nebel, de plus en plus dans la région, il y a déportation dans les prisons du Reich. Et non, je vous rappelle, puisque ce sont les militaires ici aux commandes, ils ne sont pas déportés dans les camps de concentration, les résistants, ils sont déportés dans des prisons du Reich, gérées par les militaires, puisque les camps de concentration sont gérés par les SS. Et donc, ils sont déportés dans le plus grand secret en attente de jugement de toute personne impliquée dans des actes de résistance. Moi, je vous présenterai un cas qui est Jean Lebas, qui est justement un Nacht und Nebel. Les résistants, donc j'ai bientôt terminé, les résistants donc du Nord-Pas-de-Calais qui partent, Nacht und Nebel, qui partent, ou même avant, ceux qui n'étaient pas Nacht und Nebel, des prisons, des différentes prisons du Nord-Pas-de-Calais sont d'abord regroupés dans la prison ici à côté de Lille, qui s'appelle la prison dans la commune de Los-les-Lilles, que vous avez ici. Et donc à partir, vous avez ici Lille, ils sont déportés donc vers Bruxelles et donc vers la prison qui est assez extraordinaire. Regardez cette prison avec ses tours crénelées, qui est on dit toujours la prison à Bruxelles de Saint-Gilles. En réalité, c'est dans l'agglomération de Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Saint-Gilles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Bruxelles, prison de Saint-Gilles. C'est un système, vous voyez, aussi avec la retourne comme à Lille. Et donc, c'est là où ils sont donc d'abord emprisonnés avant de partir vers les prisons allemandes. Et Falkenhayn et son administration mettent aussi à exécution la politique antisémite de Hitler. Falkenhayn va promulguer 17 décrets contre la population juive de Belgique et du nord de la France, et sans état d'âme apparemment. Et si l'application de la solution finale est gérée comme partout ailleurs dans l'Europe par les SS, c'est l'administration militaire qui garde un pouvoir de contrôle dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique sur le transfert vers les camps. Ainsi, donc, vous avez, à partir d'août 1942, vous avez 25 000 juifs de Belgique et du nord de la France qui sont déportés vers les camps de la mort, à partir, donc, vous voyez, du camp de transit, donc, vous voyez, Lille est ici, et cette fois-ci, le camp, le Drancy, ouais, je vous ai mis le Drancy belge, c'est la seule photo qu'on ait ici de la cour de la caserne d'Aussin, caserne militaire belge, seule photo d'un convoi ici, arrivé certainement, ou en partance vers les camps de la mort, juifs peut-être, et donc ici, Mechelen, Malines, vous l'avez ici, ça se situe entre Bruxelles et donc Anvers, Brandonk et Anvers, voilà. Donc, et comme le disait aussi Odile, pour terminer, les deux, c'est dans ce département du Nord-Pas-de-Calais où il y a eu arrestation en novembre 1943 de Tziganes et déportation à partir de Malines en janvier 1944. Mais Monique Edebeau est là pour nous en parler, donc lors d'une prochaine, bien sûr, conférence. Alors, je terminerai en disant, et puis vous voyez ici, je vous présente sous couvert de tourisme, ce guide affirme la germanité de la région. Je reviens juste là-dessus en conclusion. Vous voyez, il est marqué donc Führer, mais Führer, c'est guide. Je rappelle en allemand, c'est un guide touristique d'Ourche à travers la Flandre, le Nord-Frankreich, Artois. Vous voyez, bien revendiquer la germanité. Et donc ici, le fait de déporter donc juifs et aussi tziganes, les communistes aussi, on va dire, c'est au cœur du projet d'Hitler de nettoyer, le terme est employé, nettoyer la zone rattachée des groupes humains jugés ethniquement nuisibles, auxquels on rajoute les communistes, je ne sais pas ethniquement, pour en faire un espace avec une population ethniquement assimilable, complétée par une colonisation allemande en vue de son intégration, sans doute, dans une future entité flamande nord-européenne. Je ne savais pas exactement un État ou autre, un protectorat, personne ne sait. Voilà. Donc voilà, conclusion en effet, sur cette zone occupée tout à fait à part, une zone qui a été donc zone rattachée, zone aussi beaucoup isolée, et aussi beaucoup une zone, je termine en disant oubliée,
oublié dans les ouvrages d'histoire sur la France, puisque la plupart des gens ne savent même pas ce sort particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacqueline. Mais avant d'écouter Jacqueline Dehem, va revenir sur le pourquoi de l'oubli de la zone rattachée, car nous avons eu un grand nombre de questions autour de cet oubli. Alors, je vais seulement introduire brièvement son propos sur l'oubli en essayant de mêler aux études historiques des études psychologiques, avec l'idée de montrer l'intérêt ici dans les lundis de la mémoire, de l'intérêt que peut présenter un travail transdisciplinaire. Alors pour cela, je vous propose d'examiner d'abord ce que nous disent les neurosciences, la psychologie du fonctionnement de la mémoire, qu'on appelle aussi dans notre jargon la mémoire autobiographique, pour ensuite la mettre en perspective avec ce que l'on sait du fonctionnement de la mémoire collective, et en particulier celle de la zone rattachée du Nord-Pas-de-Calais. Alors, la mémoire individuelle ou autobiographique, du point de vue des neurosciences, est, pour faire simple, avant tout un système de sélection, de tri et d'oubli. Pour faire court, les informations qui arrivent au cerveau sont d'abord triées avant d'être stockées. Alors, pourquoi ce tri? Pourquoi cette sélection? Tout simplement parce que notre cerveau, malgré ses 100 milliards ou presque de neurones illimités, notre cerveau n'a pas cette capacité à emmagasiner toutes les informations qu'il reçoit. Cette limitation neurologique de la capacité de notre cerveau me fait penser, vous savez, à cette nouvelle de Borges qui décrit le drame d'un homme dont la mémoire retient tout ce qu'il vit et tout ce qu'il éprouve, seconde par seconde, détail par détail, et il ne peut absolument rien oublier. Eh bien, cet homme est incapable de vivre avec une telle mémoire. Il nous dit même « Mes souvenirs sont un tas d'ordures dont je ne peux rien faire, qui m'empêchent de penser ». Alors, on retrouve ce phénomène de mémoire pleine, bien sûr, chez les patients qui souffrent de stress post-traumatique. Leur esprit est envahi par l'événement traumatique qu'ils ont vécu, ils ne peuvent plus penser, ils ont la certitude que tout va toujours recommencer et il ne reste plus de place pour penser des choses nouvelles. Pour penser, il faut pouvoir oublier. On l'a vu avec ces hommes qui, au sortir des camps de déportation, ne pouvaient plus rien penser. Ils étaient envahis par l'horreur qu'ils avaient vécue, ils étaient sidérés. On sait que les gens qui ont été déportés et qui ont survécu à la déportation dans les années 45, quand ils sont revenus, eh bien, ils n'ont pas pu parler. Alors, ils n'ont pas pu parler d'abord parce qu'il n'y avait personne pour les écouter, parce que c'était la libération et que les Français avaient autre chose en tête. Mais ils n'ont pas pu parler aussi parce qu'ils avaient la mémoire pleine de ce qu'ils avaient vécu et ils ne pouvaient plus penser. On se souvient tous que Primo Levi, qui a voulu témoigner, n'y est pas parvenu et que Georges Semprin a écrit cette phrase terriblement belle « Mes brouillons saignent ». Mais de toute façon, événement traumatique ou non, notre mémoire sélectionne les informations avant de les stocker. Alors, comment se fait cette sélection? Cette sélection est d'abord, évidemment, le plus souvent inconsciente. Cette sélection est opérée dans notre cerveau par le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est un système qui fonctionne par inhibition, qui choisit, qui sélectionne. Par exemple, pour choisir entre le noir et le blanc, pour sélectionner le blanc, il faut inhiber le noir.
Donc, choisir, sélectionner, mémoriser, c'est avant tout inhiber. L'inhibition est première dans notre fonctionnement psychique. Et au fond, je crois que l'inhibition, c'est ce qu'on a de plus humain en nous. C'est notre capacité à dire non. Notre plus haute capacité cognitive, je crois bien, c'est de savoir dire non. C'est Camus qui dit « être un homme, c'est savoir s'empêcher ». Mais ça, c'est autre chose. La pathologie alors, nous montre que les patients qui sont atteints de lésions frontales, par exemple, eh bien, ils sont désinhibés. On dit qu'ils sont attirés par le premier stimulus qui passe, par le stimulus saillant. Ils ne peuvent rien arrêter. Ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. Et ils sont dans la vie courante, comme vous le pouvez l'imaginer, très, très handicapés. Alors, pour en revenir à notre propos, qu'est-ce qui fait que je choisis d'inhiber telle information plutôt que telle autre? En fonction de quoi se fait cette inhibition, ce tri et cette sélection? Eh bien, ce tri, cette sélection, cette inhibition, elle se fait en fonction de notre identité. L'identité, c'est quoi? Pour faire court, c'est ce que nous sommes. Hommes, femmes, français, professeurs, historiens, avec tout notre passé, notre histoire, à la fois consciente et inconsciente. C'est aussi notre subjectivité, c'est notre moi, notre soi. Et c'est cette identité, c'est mon identité qui va faire le tri de ce que je dois conserver en mémoire. Mais lorsque la mémoire est pleine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et que l'identité a été détruite par les processus de déshumanisation des camps, alors la mémoire est détruite. Traumatisée, elle ne peut plus faire son travail. Et il faut la force de survivants, comme Lily Laniel, ou Chambardelot, ou Marinette, la psychologue des camps, pour retrouver leur mémoire et pouvoir témoigner. Alors, pour en venir, voilà pour la mémoire individuelle, pour en venir à la mémoire collective, c'est malheureusement souvent à partir de mémoires traumatisées, sidérées, que se construit la mémoire collective d'événements historiques. Cette mémoire collective, c'est une mémoire qui se construit à partir d'oubli, de blanc, de refoulement, d'émotions, de trop-plein, mais qui se construit aussi à partir de ce que disent les proches, à partir de ce que disent les amis, à partir des parents, à partir des médias, à partir des journaux, à partir des politiques ou des religions. On le voit bien, les informations sont nombreuses, souvent contradictoires, et il faut là faire un tri. Et ce tri, cette sélection opérée par la mémoire collective, il se fait, comme pour la mémoire individuelle, vous l'avez deviné, à partir de notre identité. Non pas de notre identité personnelle, mais de notre identité collective, cette fois. Et l'identité collective, c'est quoi? Eh bien, c'est, on pourrait dire, notre identité nationale, c'est-à-dire le grand récit que nous construisons à partir de notre histoire commune, comme de nos valeurs partagées, comme le courage, l'héroïsme ou le patriotisme. L'idée qu'on a donc, c'est que cette mémoire collective, elle fonctionne de la même manière que la mémoire individuelle. C'est-à-dire qu'elle est un système d'inhibition, de tri et de sélection qui se fait non pas en fonction de notre identité personnelle, cette fois, mais en fonction de notre identité nationale. On comprend évidemment le risque, on le sait tous, et les enjeux des manipulations politiques de cette identité nationale, mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi l'exode de 1940, qui a concerné des millions de personnes, n'est pas ou peu inscrit dans notre mémoire collective, alors que la résistance, qui n'a été au fond le fait que d'une minorité de Français, y occupe une place centrale? Eh bien, parce que notre mémoire collective n'a sélectionné que les événements
qui correspondait à notre identité nationale. C'est-à-dire les événements qui mettent en valeur le courage, l'héroïsme, qui sont des valeurs attachées à celles de la résistance, au détriment de ceux de l'Exode, de celles de l'Exode, qui n'est pas perçue comme une valeur, mais qui est perçue comme une fuite, et qui fut d'ailleurs, on le sait, un véritable traumatisme pour notre collectivité. Et cet exode, qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de notre identité nationale, a été refoulé tout simplement comme l'un événement traumatique dans notre mémoire individuelle. On le voit bien, la mémoire collective fonctionne de la même manière que la mémoire individuelle. Les événements traumatiques pour la collectivité subissent les mêmes sorts que les événements traumatiques pour l'individu. La mémoire les édulcore, les gomme totalement, les refoule bien souvent. Et c'est ça que va nous montrer maintenant Jacqueline avec la mémoire de la zone rattachée du Pas-de-Calais. Elle va nous montrer que aussi c'est une mémoire qui a été oubliée. Voilà, Jacqueline, maintenant tu as la parole. Donc nous allons ici prolonger la séance du 10 janvier, puisque le 10 janvier, je vous avais donc présenté le Nord-Pas-de-Calais 1940-1944, une zone rattachée au commandement militaire allemand, bien sûr, de Bruxelles. Et j'avais surtout, bien sûr, insisté sur les spécificités de cette zone rattachée. J'avais aussi démontré, je pense, que pendant un certain temps, cette zone avait été aussi isolée du reste de la France et très rapidement, à la fin de mon intervention, j'avais simplement indiqué que ensuite, à la libération, et ensuite, même beaucoup plus tard, plus tardivement, même encore aujourd'hui, c'est plutôt une zone oubliée de la mémoire collective. Donc, je vais présenter ainsi quels sont ces mécanismes qui font que cette zone rattachée est une zone oubliée de la mémoire collective et du récit national. Récit national qui s'est construit à la Libération autour d'abord de ce que l'historien Henri Rousseau a dénommé en 1982 le résistentialisme. Et ce résistentialisme, ce récit national construit, vous voyez, sur le résistentialisme, est lié, ici, son point de départ, l'élément fondateur, on peut dire, c'est le discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944. Vous le lisez bien sûr avec moi, ces références à Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, et c'est là où on arrive, bien sûr, de plus en plus dans ce récit national qui est en train de se construire par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Vous avez ici, donc, ce résistentialisme, ce récit national autour de l'idée que c'est la France, ces armées qui sont en train de libérer de la France, alors que la réalité historique, c'est bien sûr d'abord les Alliés qui vont libérer la France, qui permettent la libération de la France, avec aussi ici, dans ce récit national qui se construit, l'idée que c'est toute la France, donc les Français qui se sont battus, qui se battent au sein de la résistance. On sent bien ici, bien sûr, qu'il y a un détournement de la réalité historique. Et alors, pourquoi ce processus, ce mécanisme de mise en place de ce récit national? Il y a une volonté ici, en particulier du général de Gaulle, qui est, on le rappelle, à l'époque, le chef
de la France libre, mais surtout maintenant le chef du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, c'est la volonté ici de, on va dire, de définir des valeurs positives permettant la réconciliation nationale, refusant, eh bien, c'est une guerre civile possible, bien sûr. Donc, il y a ici des éléments positifs, hein, mais rejetant dans l'ombre ce qui finalement dérange. Alors, qu'est-ce qui dérange d'abord? Eh bien, je vous repasse ici donc la carte, cette carte 10 mai, on va dire ici avant tout, mai 1940, rejet dans l'ombre, oubli donc de mai-juin 40, particulier du mois de mai, synonyme de débâcle, de défaite, et qui va donc rejeter dans l'ombre, eh bien, la résistance héroïque, résistance héroïque de groupes de soldats français aguerris, en particulier de troupes coloniales, qui, à certains points, là, lors de, eh bien, de ce coup de des armées ici des troupes allemandes vers la mer du Nord et vers la Manche, l'oubli de ces points d'ancrage, de résistance, Courrières, Oigny, mais aussi Arras, Lille, puisque Lille, la reddition des troupes du chaudron lillois, comme on l'a appelé, a lieu que le 31 mai, donc 1940. Et donc, chaque fois qu'il y a eu ici des éléments de résistance, eh bien, entraînant de lourdes pertes de la part pour les troupes allemandes, eh bien, vous avez ici la NAS, le rétrécissement de la NAS sur Dunkerque qui a été ralenti, permettant à plus de 300 000 soldats militaires britanniques majoritairement, mais aussi français, eh bien, d'échapper eh bien, à se retrouver, bien sûr, dans des camps de prisonniers de guerre. Et vous avez donc ici des conséquences aussi dramatiques qui vont être aussi oubliées de la mémoire collective, eh bien, à la libération, le fait des massacres, puisque les troupes allemandes qui subissent donc des lourdes pertes, aussi bien en morts qu'en blessés, eh bien, vont appliquer, que ce soit des divisions de Waffen-SS, mais aussi des divisions de la Wehrmacht, vont appliquer auprès des populations civiles, eh bien, des représailles collectives. Et je vous avais donc rappelé le 10 janvier qu'il y avait certainement plus de 600 civils massacrés dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, simplement sur une dizaine de jours. Donc, voilà, ombre sur ce qui dérange des fêtes, mais avec, voyez, ces conséquences, oubli de commémoration. Et alors, on se retrouve aussi dans le même schéma ici, puisque avec le résistentialisme qui intègre avant tout, justement, la mise en valeur de la déportation de répression, c'est-à-dire des résistants, comme ici, tout le monde le sait, dans ce film d'Alain Resnais de 1956, Nuit et brouillard, eh bien, vous avez avant tout la mise en évidence, bien sûr, de la déportation, mais c'est de la déportation en général, et avec, on va dire ici, oubli de la déportation des Juifs. Simplement, dans ce film de 1956, n'apparaît qu'une seule fois le terme de juif, mais uniquement à propos d'un résistant néerlandais qui est signalé résistant juif. Et vous avez donc toute cette déportation de persécution laissée dans l'ombre. Il va falloir attendre, eh bien, surtout la deuxième moitié des années 1960, avec le combat, on va dire, du couple Klarsfeld, pour que, justement, la spécificité de la déportation des Juifs, ce qui va être appelé en France, donc, surtout la Shoah,
eh bien, va être donc mis en valeur et mis en lumière cette fois-ci. De même, il ne faut même pas attendre ces années-là pour parler de la déportation des Tziganes, spécificité du Nord-Pas-de-Calais, je vous le rappelle, donc de la déportation des Tziganes du Nord-Pas-de-Calais, puisque là, on a, dans la mémoire collective, on n'a pas justement, pour l'instant, on en reparlera avec donc l'intervention de Monique et de Beau, on n'a pas encore véritablement une mise en valeur de cette mémoire de la déportation des Tziganes du Nord-Pas-de-Calais. On a aussi donc eh bien, une construction, donc on peut dire ici, d'une mémoire officielle, instrumentalisée, que je qualifie aussi, mais que je qualifierais en effet de jacobine, gommant les spécificités de la zone rattachée du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi finalement de la zone annexée d'Alsace-Moselle au Reich, par l'intermédiaire, on va dire ici, de la sélection de lieux nationaux de mémoire, qui vont donc déformer aussi, on va dire ici, la réalité historique. Alors, vous avez en particulier ici, tout à fait, hein, comme vous voyez ici sur ces photos, eh bien, la volonté de la part, donc, encore une fois, du général de Gaulle, en tant que, je rappelle, chef du GPRF, la volonté donc de mettre en évidence, d'avoir un symbole français des massacres, de ce qui s'est passé en France, et mettre en évidence ici ce massacre d'Oradour sur Glane, qui est bien sûr un massacre, le plus important massacre perpétré donc ici par les Allemands, hein, pas uniquement d'ailleurs par des SS, mais ici c'est le cas par des SS, hein, 643 massacrés à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Et donc, le général de Gaulle, ici, en visite le 5 mars, impose la conservation du village en l'état. C'est lui, hein, qui veut en faire un symbole national en gardant en étant le village martyr. Donc, il veut en même temps en faire le symbole des souffrances du peuple français, hein, ce qui fait que dans la mémoire collective, dans le récit national, jusqu'à aujourd'hui, c'est, on va dire globalement, le seul massacre vraiment connu en France. Alors, de même, eh bien, pour justement mettre encore toujours en évidence la résistance, hein, le résistentialisme, on va dire encore ici, eh bien, il va y avoir le choix, cette fois-ci, par toujours le général de Gaulle, mais cette fois-ci en tant que président de la Ve République, de mettre en évidence aussi, de choisir un lieu où on va commémorer cette fois-ci la France combattante. Et le choix va se porter, eh bien, sur le Mont Valérien à Suresnes. Vous avez ici deux photos qui représentent, eh bien, donc ici, l'inauguration, le 18 juin, vous voyez, 1960, encore un symbole, 18 juin 1960, donc l'appel en commémoration ici de l'appel du 18 juin 1940. Vous voyez que c'est bien ici une commémoration sur, bien sûr, la résistance, hein, la résistance aussi bien extérieure de la France libre, mais aussi bien sûr de la France ici, de la résistance intérieure, puisque il faut savoir en effet que au Mont Valérien a été exécuté plus de 5000 otages et résistants, en particulier majoritairement des résistants communistes. Et donc, vous avez ici un mémorial dédié à la France combattante. Alors, théoriquement, c'est dit en hommage aux morts de la guerre, mais aux morts de la guerre, donc théoriquement aussi des combattants. Tiens donc, et oui, des combattants de mai 1940. Il y a eu quand même, maintenant les historiens s'entendent pour dire que durant ces combats de mai-juin 1940, sur 6 semaines, il y a eu 60 000 morts.
Mais on s'aperçoit très bien que lors de ces cérémonies, au Mont Valérien, il n'y a pas non plus rappel de ces morts. De ces 60 000 morts, cela reste encore une fois dans l'ombre. Et donc, bien sûr aussi, il va y avoir dans cette mémoire que j'ai donc qualifiée de jacobine, eh bien, la volonté de mettre en évidence des héros de la résistance. Et donc, le choix s'est porté tout à fait aussi, bien sûr, de façon judicieuse. Il n'y a pas la volonté de mettre en cause ici Jean Moulin, c'est évident. Mais c'est aussi grande figure de la résistance comme Jean Moulin, puisque Jean Moulin, comme on le voit ici, bien sûr, est entré au Panthéon le 18 décembre 1964. Donc ici, avec le célèbre discours, bien sûr, de M. Malraux. Donc voilà, pour terminer, c'est donc la spécificité du Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, je vous rappelle cette carte que j'avais présentée, je vous représente cette carte. Eh bien, les spécificités du Nord-Pas-de-Calais, quand même, c'est une zone que j'avais démontrée tout à fait à part, puisque c'est la seule zone ici occupée, mais qui va être rattachée à un commandement militaire d'un pays étranger, c'est-à-dire ici la Belgique. Ce n'est en aucun cas ici le cas d'autres régions françaises. Eh bien, avec toutes ces spécificités, va être donc ici oublié. Et aussi bien que, c'est vrai, l'Alsace-Moselle, on l'a dit, mais l'Alsace-Moselle qui, elle, avait été carrément rattachée au Reich. Et on s'aperçoit donc que dans tout ce qui est essai historique, donc au niveau national, tous les ouvrages faits par des historiens parlant de l'occupation, eh bien, il n'y a pas véritablement de chapitres, même de paragraphes, qui eh bien, parlent justement de ces spécificités du Nord-Pas-de-Calais. Et on a ici, puisque j'étais bien sûr moi-même professeur d'histoire-géographie en lycée, eh bien, on avait des manuels scolaires, et donc je vous présente pour terminer la carte que j'avais déjà présentée, vous voyez, de ces différentes zones, de ce dépeçage, ce que j'avais appelé aussi dépeçage de la France, donc ici par Hitler, eh bien, on s'aperçoit que dans les manuels scolaires, vous avez bien, il est bien mis maintenant, zone rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles, mais c'est tout. Lorsque vous regardez ces manuels, il n'y a même pas un paragraphe rappelant ces spécificités du Nord-Pas-de-Calais. Et on peut dire aussi, et je terminerai cette intervention sur ce point, c'est que si, bien sûr, les Français en général ignorent totalement ces spécificités du Nord-Pas-de-Calais, mais même dans notre région, la grande majorité de la population du Nord-Pas-de-Calais ignore ainsi l'histoire de sa région sous l'occupation. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Jacqueline pour cette intervention.